Bonjour, bienvenue à notre symposium d'endoscopie digestive. Nous allons commencer par la présentation de Geoffrey sur l'endoscopie bariatrique. Quelle technique est réellement efficace? À toi, Geoffrey. Merci, Yana. Bonjour à tous. Alors, on a décidé de vous parler donc d'endoscopie bariatrique et d'essayer d'être le plus simple et le plus efficace possible avec une présentation sur les techniques qui sont réellement efficaces en 2020 et que vous pourriez éventuellement proposer à vos patients dans un avenir assez proche. Mais il y a un intérêt. Comme vous le savez, la place de l'endoscopie dans l'armada thérapeutique contre l'obésité est encore assez basse, vous voyez, dans ce petit schéma. Elle intervient juste après le traitement médical et la nutrition qui sont en général, malheureusement, souvent en échec. Et bien avant les techniques éventuellement chirurgicales, bien que vous allez voir que dans le temps et aujourd'hui, on a le sentiment que ces techniques endoscopiques peuvent évoluer et peuvent monter en termes d'efficacité avec une innocuité qui est toujours assez intéressante et qui est maintenue, ce qui donne tout son attrait. Alors, je vais essayer de vous résumer les différentes possibilités thérapeutiques de lutte contre l'obésité par des moyens endoscopiques, en commençant par les techniques qu'on connaît depuis longtemps, comme le ballon, les techniques qui occupent l'espace gastrique. On verra après les techniques qui sont restrictives et qui visent à applicaturer l'estomac ou à restreindre le volume gastrique aussi par l'applicature ou la suture. Vous verrez aussi qu'il y a quelques techniques qui altèrent la fonctionnalité gastrique et qui peuvent permettre de perdre du poids. Et puis on terminera par des procédures qui sont plus métaboliques ou malabsorptives et qui pourraient se rapprocher d'un effet bypass-like. À chaque fois, je vais essayer de vous présenter les techniques qui sont disponibles et qui sont efficaces ou qui ont prouvé un certain degré d'efficacité dans la littérature scientifique actuelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire degré d'efficacité? Ça veut dire critères d'application qui sont des critères PIVI qui ont été décrits en fait par l'American Society of Gastrointestinal Endoscopy. En fait, c'est un consensus qui détermine les critères qui vous permettent de dire si la technique que vous utilisez, notamment en endoscopie bariatrique, est efficace. Alors, il faut que ce soit une technique qui dispose de plusieurs alternatives disponibles, qui ne soit pas invasive ou moins invasive que les traitements gold standard type chirurgie pour l'endoscopie, pour les techniques bariatriques, qui soient moins risquées, reproductibles, potentiellement renouvelables et coût efficaces. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire des critères chiffrés assez précis. C'est-à-dire qu'il faut que la perte d'excès de poids soit supérieure à 25% à 1 an, qu'il y ait une différence de 15% entre la technique endoscopique proposée et les groupes témoins, contrôle, que la perte totale de poids soit supérieure à 5%, toujours à 12 mois, à 1 an, et que les complications majeures sévères soient à un taux inférieur de 5%. Donc je vais à chaque fois reprendre ces termes de perte d'excès de poids et de perte totale de poids dans toutes les données chiffrées que je vais vous rappeler, vous présenter et qui font écho aux publications scientifiques récentes. Alors on va commencer par le ballon intragastrique, qui est finalement la technique la plus ancienne qui est utilisée sur le plan endoscopique pour lutter contre l'obésité. Alors le mode d'action, c'est la diminution de la sensation de faim, la diminution de la prise énergétique, un ralentissement évident de la vidange gastrique. Il y a quelques actions métaboliques qui ont déjà été mises en évidence dans la littérature actuelle. On améliore les paramètres métaboliques chez les patients qui sont diabétiques. Ça s'est prouvé dans différentes méta-analyses. On améliore aussi le syndrome dysmétabolique, le fameux syndrome dysmétabolique, en améliorant les paramètres tensionnels. On agit aussi sur le foie en diminuant la stéatose hépatique. Et puis on améliore la qualité de vie dans certaines méta-analyses qui ont été publiées récemment. En fait, le but, c'est d'obtenir un effet starter pour que le malade puisse se reprendre en main au niveau nutritionnel, alimentaire, et puis reprendre aussi une certaine activité physique. Puis on sait que l'efficacité de ce ballon va être directement corrélée en fait à la durée de la pause intragastrique et puis au suivi nutritionnel que l'on va mettre en place. S'il n'y a pas de suivi nutritionnel, s'il n'y a pas de suivi du malade pendant cette période de pause de ballon, le patient sera automatiquement en échec. Donc ça, c'est très important de le rappeler. Alors il y a plusieurs méta-analyses, au moins 2 qui ont été publiées par
nos collègues américains, par exemple, avec plus de 10 000 patients compilés. Et donc, vous voyez qu'à 6 mois, finalement, la perte d'excès de poids varie de 25 à 31%. Donc, on est au-dessus des critères PV. Et donc, ça veut dire que la technique est efficace, en tous les cas à 6 mois. Et puis, la perte totale de poids est aux alentours de 13% dans ces méta-analyses qui ont été publiées déjà de longue date. De manière intéressante, il faut quand même rappeler les effets secondaires qui sont assez fréquents, notamment les nausées, les vomissements. Il faut savoir les prévenir, il faut savoir informer bien évidemment le malade, mais il faut les prévenir en donnant les thérapeutiques adaptées, notamment en période initiale, pour ne pas avoir de retrait trop précoce, ce qui bien sûr altérerait les résultats de votre technique. Il y a de très rares cas de perforation, très rares cas aussi de décès, mais il faut quand même les citer. Et si le malade est bien encadré, bien informé et que vous le suivez, en général, la technique est efficace et correctement tolérée. Alors, si on regarde la différence de cette technique avec les groupes témoins, on s'aperçoit que on est au-delà des fameux critères de 15% d'efficacité supérieure dans le groupe ballon. Donc, c'est une technique qui est efficace. Et pour les Américains, elle est recommandée dès qu'il y a une surcharge pondérale, c'est-à-dire un IMC supérieur à 27. Elle peut être aussi recommandée, proposée lors d'une obésité de classe 1. Avec un IMC compris entre 30 et 35, ou bien avant une chirurgie bariatrique pour les obésités de classe 2 et de classe 3. Alors, vous avez beaucoup de choix, hein. Il y a pas que le ballon simple, beaucoup de nouvelles devices ont été proposés. Alors, vous avez l'ajustable qui peut varier en termes de volume, on peut faire varier son volume pendant la durée d'implantation, ce qui pourrait améliorer dans quelques publications sa tolérance. Il y a le double avec des bons résultats, il y a celui qui est aériques, les fameux lyosphères, il y a les avalables. Bref, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre, mais ce qui est décrit dans une méta-analyse récente, c'est que par contre, les ballons qui sont remplis de liquide semblent être quand même un petit peu plus efficaces que ceux remplis à l'air, en tous les cas en termes de perte de poids total à 6 mois. Par contre, ils sont associés à des taux de complications plus élevés, notamment en termes de tolérance, nausées, vomissements. Le problème en France, vous le savez, c'est que depuis le rapport de la HAS de 2009, il n'y a toujours pas de reconnaissance de la technique, qui n'est toujours pas prise en charge. Et ça, c'est vraiment un gros souci pour une technique qui a son efficacité, qui est très clairement démontrée et reconnue. Donc il faudrait que ce rapport soit revu de manière assez urgente, je pense maintenant. Et les quelques indications qui sont retenues sont les mêmes que celles de l'American Society, c'est-à-dire des surcharges pondérales ou des obésités non morbides, qui n'ont pas répondu à la prise en charge nutritionnelle, et puis les super obèses, c'est-à-dire avant chirurgie bariatrique, et les obésités morbides associées à des comorbidités. Le ballon Orbera peut être implanté pour des IMC compris entre 27 et 30, et les autres au-delà d'un IMC supérieur à 30, en général. Alors après, on va passer à la fameuse sleeve endoscopique, c'est-à-dire l'applicature et tout ce qui va permettre de réduire le volume de l'estomac par applicature. Alors, il y a deux grands procédés qui sont utilisés aujourd'hui. Vous avez l'overstitch que vous connaissez probablement déjà parce qu'on l'a déjà présenté à Vidéo Digest l'année dernière lors d'une procédure, avec un système qui est un système d'overtube qui est placé sur un endoscope, un gastroscope usuel. Et puis vous avez le système Endomina qui est un système européen produit par une firme belge qui lui n'a que le marquage CE alors que l'overstitch a à la fois le marquage CE et l'autorisation FDA. Et c'est en fait un système, vous voyez, avec des mâchoires qui peuvent serrer le bout de l'endoscope, qui est un gastroscope usuel, mâchoires qui sont descendues à l'intérieur de l'estomac grâce à un fil guide, et l'aiguille passe à travers en fait les plis de l'estomac qui sont attrapés avec une pince. Donc les deux systèmes permettent des sutures, tout simplement, et les sutures sont débutées à la jonction antrofundique et remontent le long de la grande courbure, en général entre 6 et 8 points, permettant de réduire la volumétrie gastrique. L'autre système, c'est un système américain qui a une autorisation FDA qui s'appelle le système POSE, qu'on voit très peu en Europe finalement, qui est un système dédié, un petit peu plus compliqué, plus complexe, mais qui a démontré une certaine efficacité avec un système de T-tag et de plicature identique. Par contre, ce système vise à obtenir plutôt une fin d'eau plicature, c'est-à-dire réduire la calotte tubérositaire et pas le long de la courbure à partir de la jonction antrofundique. Donc l'emplacement des sutures et des T-tags n'est pas tout à fait au même endroit. Alors si on regarde les résultats, vous vous apercevez que ce qui est le plus efficace, c'est la sleeve endoscopique
avec les systèmes Overstitch et le système Endomina, vous avez quand même des pertes d'excès de poids qui sont très intéressantes, notamment avec l'Overstitch, autour des 50-60%, à partir de 6 mois, qui se maintiennent à 12 mois. Finalement, ces systèmes sont très intéressants parce qu'il y a peu de complications observées, même dans la littérature avec des méta-analyses. Et vous voyez que pour l'Overstitch, par exemple, il y a quand même plus de 1700 malades qui sont compilés à ce jour dans ces méta-analyses. Il y a toujours très peu d'effets secondaires, ce qui est quand même très intéressant. Depuis ce tableau, vous aurez au mois de novembre, lorsque vous verrez ce topo, une publication randomisée pour l'Endomina qui va être publiée dans Gut et que j'aurais dû rajouter, mais qui montre que versus un groupe contrôle, la technique Endomina est très efficace aussi avec des pertes d'excès de poids entre 40 et 50% à 6 mois. Système pause est également efficace, mais un petit peu en retrait par rapport aux deux autres. Alors, il y a des publications qui ont essayé déjà de comparer ou d'évaluer ces techniques endoscopiques sleeve versus le fameux sleeve laparoscopique, qui est le gold standard de la chirurgie bariatrique aujourd'hui en France et dans les pays développés. Et vous voyez sur ce tableau qui a permis de comparer quand même plus de 1000 malades avec le sleeve endoscopique versus plus de 2000 malades dans le sleeve laparoscopique, que si le sleeve endoscopique fait aussi bien que le sleeve laparoscopique en termes d'excès de poids à 12 mois, et la technique endoscopique est légèrement en retrait pour la perte totale du poids à 12 mois, mais par contre, et de manière toujours très intéressante, il y a beaucoup moins de complications avec la technique endoscopique et beaucoup moins de reflux induit. Donc, si vous devez retenir quelque chose à ce jour, lorsqu'on compare les techniques endoscopiques de sleeve et les techniques chirurgicales, oui, un petit peu moins de pourcentage de perte de poids total à 12 mois, mais par contre, beaucoup moins de complications, moins de reflux, équivalent en termes d'excès de perte de poids, et puis on garde l'organe, donc potentiellement on est renouvelable, il ne faut pas l'oublier. Alors on va passer aux techniques de fonctionnalité gastrique. Oubliez d'emblée le pacemaker gastrique et l'utilisation de la toxine botulique. C'est pas forcément bien décrit dans la littérature, le niveau de preuve est en général assez faible, le mode d'action est toujours pas très bien connu, notamment pour le pacemaker, on ne sait pas où on le met, comment on le met, parfois c'est invasif, donc à ce jour, je pense qu'il ne faut pas le retenir. Par contre, vous avez un système qui peut être un petit peu étonnant, mais qui est le système d'aspiration gastrique, qui lui par contre a obtenu le marquage CE et l'autorisation de la FDA. C'est un système qui est en fait une gastrostomie modifiée avec un réservoir externe de 600 cc. Le malade, après le repas, va aspirer en fait le contenu gastrique par le tube qui a été posé par voie transgastrique. Et puis il va vider son estomac en fait, à peu près un tiers du repas. Donc il y a un peu moins de malades inclus dans les essais prospectifs et il y a quand même un essai américain randomisé qui est disponible dans la littérature. On s'aperçoit qu'on a quand même des pertes de poids total autour des 14%, ce qui est bon et ce qui est supérieur au groupe contrôle. Une étude post-marché européenne est aussi disponible avec des résultats assez comparables. Il est quand même peu disponible et peu utilisé en Europe, il faut bien le dire. Par contre, assez souvent aux États-Unis. Alors on va terminer maintenant par l'endoscopie, ce qu'on pourrait appeler l'endoscopie métabolique. En fait, c'est ce qui a trait aux procédures malabsorptives. On est encore un petit peu en retrait sur le plan endoscopique. Vous avez deux façons d'obtenir en fait un effet, le fameux effet anti-incrétine qui permettrait d'avoir un effet à la fois pondéral et entéro-hormonal, notamment sur les maladies diabétiques et dysmétaboliques. C'est d'abord d'agir sur la surface grélique proximale, duodéno-jéjunale, dont on sait qu'elle contiennent tous les récepteurs qui sont importants et qui sont des médiateurs de la prise de poids ou de la prise des nutriments, notamment dans les maladies métaboliques et notamment dans le diabète, ou bien créer un véritable bypass, équivalent du bypass chirurgical par voie endoscopique. Alors concernant l'action sur la surface grélique proximale, soit on utilise le bypass duodéno-jéjunal endobarrière que je vais vous décrire, soit une nouvelle technique a été décrite récemment qui s'appelle l'endoscopic mucosal resurfacing, c'est-à-dire qu'on va effectuer un reset, une destruction de la muqueuse duodénale proximale par un procédé que je vais vous montrer et qui va permettre un reset de tous ces récepteurs. Alors le problème de l'endobarrière, vous allez le voir, c'est qu'il malheureusement son autorisation a été stoppée par la FDA récemment à cause d'effets secondaires.
Pourtant, c'est un système qui est très intéressant, qui est assez simple à mettre en place par voie endoscopique en moins d'une demi-heure, comme vous le voyez. C'est une espèce de chaussette en nitinol qui est placée, qui est amarrée en fait sur une prothèse qui elle-même s'ancre au niveau du bulbe. Cette chaussette va éviter le contact des nutriments et du bol alimentaire avec le duodénum et le jéjunum proximal et entraîner donc, lors d'une implantation de 12 mois environ, une altération de l'absorption et des effets bénéfiques. On s'aperçoit qu'effectivement on obtient un effet incrétine avec cette chaussette et ce système. Une altération potentiellement également serait évoquée du microbiote et des changements du flux biliaire qui pourraient agir en termes dans la perte de poids et dans l'effet bariatrique. Alors, il y a des méta-analyses qui ont déjà prouvé, grâce à des essais randomisés qui sont assez nombreux, une perte d'excès de poids très intéressante de 22% à 6 mois, mais surtout des améliorations significatives de l'hémoglobine glycée, des paramètres des malades présentant un diabète parfois sévère. Donc c'était une technique très très intéressante. Le problème, c'est que lors d'un essai randomisé américain en 2018, l'autorisation FDA a été arrêtée assez brutalement à cause de complications sévères. Alors les principales, ce sont des abcès hépatiques, mais vous voyez qu'il y a eu aussi des perforations œsophagiennes dont on comprend pas trop quelle est la cause, des perforations bulbaires. Bon, là, on peut mieux comprendre la cause de l'amarrage éventuel de la prothèse qui tient la chaussette. Certains épisodes biliaires comme des cholécystites, des pancréatites, mais des complications sévères. Même s'il n'y a pas eu de décès, il y a eu parfois des chirurgies nécessaires et donc la FDA a décidé de retirer l'agrément pour cette technique. La deuxième, comme je vous l'avais présenté, c'est cette fameuse destruction hydrothermique de la muqueuse duodénale qui est obtenue grâce à un ballon. D'abord, on effectue une surélévation de la sous-muqueuse par un cathéter muni de picot qui vient en fait s'enficher dans la muqueuse. Cette surélévation de la sous-muqueuse permet de la mettre en contact avec un ballon qui est gonflé et ce ballon est rempli d'eau avec de l'eau chauffée qui permet en fait une véritable brûlure et une destruction de la muqueuse sur 360 degrés. Un petit peu comme l'on pourrait l'imaginer et comme vous le voyez pour la radiofréquence, c'est un peu le même système en fait de destruction circonférentielle, sauf que là c'est un ballot rempli d'eau chaude, tout simplement. Alors il y a un marquage CE, c'est le système Revita de la firme Fractile, si jamais vous êtes intéressé. Et les premières études sont très intéressantes. Certes, il n'y a pas d'effet pondéral majeur, donc c'est pas forcément une technique endoscopique bariatrique, mais par contre, c'est une technique qui permet d'obtenir des effets très importants métaboliques avec une diminution en moyenne à 1 an de 1% de l'hémoglobine glyquée, une amélioration des paramètres également hépatiques, par exemple chez les malades qui ont une stéatose. Et ces résultats ont été publiés en fait cette année dans une revue assez prestigieuse qui est Gut. Certes sur un petit nombre de malades, mais les effets sont tout à fait stupéfiants et intéressants. Alors, dernier système, c'est obtenir un bypass par des aimants qui sont placés par voie entéroscopique haute et entéroscopique basse. Le but, c'est d'obtenir une anastomose grâce à la jonction des deux aimants à travers en fait les parois du jéjunum et de l'iléon. C'est encore des études pilotes qui ont été publiées à ce jour et il n'y a pas d'études à grande échelle disponibles dans la littérature. Il faut savoir quand même que c'est assez difficile à mettre en place et que très souvent il y a eu une assistance laparoscopique dans l'étude que je vous présente ici. Cependant, il y a un réel effet malabsorptif avec des BMI de malades qui ont été testés très élevés et surtout des pertes totales de poids autour de 15% et d'excès de poids autour des 40%. Donc il semblerait que ça fonctionne, mais c'est encore un petit peu difficile sur le plan technique à mettre en place. Alors si je dois résumer, je vais finir sur cette diapositive. Quelles sont les techniques efficaces et que vous pouvez utiliser? Alors le ballon, oui, vous pouvez utiliser le ballon. La seule limite potentielle, c'est l'implantation qui doit être de 6 mois à peu près. Vous pouvez parfois refaire des implantations, mais ça on pourra en discuter éventuellement dans la discussion. Le sleeve endoscopique, oui, le sleeve endoscopique est disponible en Europe avec deux techniques qui sont assez proches, Endomina et Overstitch, qui sont disponibles dans le marché, qu'on peut acheter, dont on peut se munir. Il y a, semble-t-il, moins de complications que la chirurgie, même si c'est un tout petit peu moins efficace en termes de perte totale de poids. L'endobarrière, oui, c'est efficace, mais malheureusement, plus d'autorisation FDA, donc le système n'est plus disponible à ce jour.
La technique d'aspiration gastrique, oui. Oui, ça fonctionne. Par contre, c'est très peu utilisé et très peu disponible, semble-t-il, en Europe. Le pacemaker, non. La toxine botulique, non. Et les deux dernières techniques, qui sont la technique de bypass par aimant ou bien le fameux EMR, sont en cours d'évaluation, ne sont pas forcément disponibles encore. Et je pense qu'il faut encore un petit peu de temps. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie de votre attention. Merci Geoffroy pour cette présentation très complète et très bien documentée. Je vais poser une première question. Sur la diapositive qui comparait la chirurgie et l'endoscopie, est-ce qu'on peut quand même considérer que finalement l'endoscopie bariatrique est plus indiquée pour les gens qui ont un IMC un peu inférieur à celui de la chirurgie, c'est qu'ils ne sont pas en obésité morbide, que plutôt un IMC entre 27-30, ça dépend des techniques, et 40, et qu'on peut réserver peut-être la chirurgie pour les gens en obésité morbide, parce que la perte de poids quand même, l'outil va être plus long, la chirurgie va être plus long, comme il y a tout un travail à côté de reconstruction, de rééquilibrage alimentaire, Enfin, qu'est-ce que tu en penses ? En fait, ta question, ça serait sur l'algorithme qu'on pourrait proposer à nos malades en fonction de... Est-ce que ça doit être basé sur l'IMC ? Ouais. Est-ce que ça doit être basé sur le parcours du malade avec ses antécédents nutritionnels, les techniques qu'il a utilisées ou pas, les efforts qu'il a réalisés ou pas ? Est-ce que ça doit être basé sur les complications Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'en est pas encore là. Et pourtant, on devrait commencer à réfléchir à ça. Là, avec la présentation que je viens de faire, et en revoyant un petit peu la littérature, on s'aperçoit quand même que les techniques sont efficaces, peut-être un petit peu moins que la chirurgie, mais efficaces. Mais est-ce qu'on doit les proposer en deuxième intention, en première intention ? Et est-ce que effectivement ces critères qui nous permettent de poser des indications sont vraiment basés sur un IMC ou sur un parcours du malade ? Aujourd'hui, tu n'as rien qui te permet de le déterminer. Après, oui, il semblerait logique, comme tu le dis, de proposer une technique endoscopique pour des malades plus légers, des malades qui ont peut-être pas le même parcours que effectivement un malade obèse ou super obèse. Cependant, j'ai quand même l'impression, et peut-être que tu peux me dire aussi ton expérience, que les malades qui viennent nous voir, nous, sont des malades qui n'ont pas forcément vu le chirurgien d'abord, mais qui sont attirés par aujourd'hui la communication qu'on peut faire autour de ces techniques qui sont moins morbides et qui entraînent moins de complications. Moi, j'ai l'impression que les malades qui viennent me voir sont des malades qui parfois ont un IMC assez élevé, mais qui n'ont pas encore vu le chirurgien et qui sont surtout attirés par l'impression, en tous les cas, que les techniques qu'on va leur proposer seront moins invasives que la technique chirurgicale. Parce qu'ils ont quand même cette notion, ou ils commencent à avoir cette notion quand même du degré d'invasion du traitement chirurgical, même s'ils vont perdre du poids. Alors moi, je les renvoie au chirurgien. Très souvent, parce que je leur dis qu'il faut qu'ils aient l'éventail de toutes les propositions thérapeutiques à leur disposition avant de prendre une décision. Et puis après, c'est une décision de réunion de concertation pluridisciplinaire, de toute façon, obésité, comme on les a tous. Mais à cette question, je ne peux pas répondre. Je ne suis pas sûr que finalement, on doit se limiter qu'aux malades. J'entends pour la sleeve endoscopique. C'est peut-être différent pour le ballon, on peut en discuter aussi. Je ne sais pas si on doit se limiter qu'aux malades qui ont des plus faibles IMC ou si c'est juste une première étape. Ça pourrait l'être. Mais à ce moment-là, il va falloir qu'aujourd'hui, on fasse des vrais essais prospectifs où, dans différentes situations, avec différents types de malades, on va dire, on va proposer ça, le sleeve endoscopique, on va proposer le sleeve chirurgical. Aujourd'hui, on n'a même pas d'études comparatives, randomisées, prospectives bien faites sur le sujet. Je crois que Gabriel Ramy a déposé un PHRC sur la question, qui est vraiment totalement importante et pertinente. Et tant qu'on n'aura pas ça, on ne pourra pas décider. Oui, pour conclure, dans la logique, on aurait tendance à proposer cette technique de première intention pour des malades peut-être un petit peu plus légers, mais ça reste à prouver. Ça reste à prouver. Alors, je suis d'accord avec toi. Néanmoins, c'est vrai que, notamment pour la sleeve gastroplastie, la plupart des études étaient sur des patients qui n'étaient pas en obésité morbide. C'est vrai. L'expérience aussi, on sait que 2 ans après, il y aura quand même des sutures qui vont lâcher, l'estomac se dilate.
de toute façon, comme en chirurgie, mais plus tôt. Donc on se dit que, enfin, c'est pragmatique ce que je dis, hein, est-ce qu'un outil comme la chirurgie pour un IMC à 42 va pas permettre d'avoir un outil, une béquille qui va durer plus longtemps en association à la prise en charge nutritionnelle et psychologique et comportementale, alors que une technique qui, peut-être au bout de 18 mois, va être moins, enfin, et qui est quand même plus light, certes moins de complications, mais quand même plus light, sur quelqu'un qui a une maladie plus grave, en fait. Car on peut considérer que l'obésité, c'est une maladie, et quand on a un IMC à 42, c'est plus compliqué, quand même. Oui, mais si tu regardes les résultats en termes d'excès de poids ou de perte de taux, c'est quand même très significatif. Ça reste très significatif. C'est sûr, ça marche très très bien, on est d'accord. Donc tu vas obtenir quand même quelque chose. Oui. Il paraît aujourd'hui logique, dans notre esprit, de dire effectivement c'est une première étape ou bien pour les IMC les plus élevés on va aller plutôt vers la chirurgie, on va garder une cartouche endoscopique de ce type-là ou d'un autre type si jamais il y a un échappement, si jamais parce que il y a déjà des publications qui ont été présentées d'ailleurs sur l'utilisation du sleeve pour les malades qui sont en échappement de sleeve laparoscopique, une assez récente le mois dernier qui a montré vraiment que ça marchait aussi, très bien. que ça marche aussi. Ça marche très bien. Ça marche aussi. Donc, mais l'ordre. Mais c'est pas simple. Il va falloir travailler là-dessus et c'est très intéressant d'ailleurs. Moi, je trouve ça passionnant. Ce qui nous attend là maintenant pour ces techniques bariatriques en endoscopie, c'est passionnant parce que il va falloir travailler avec nos collègues chirurgiens ensemble. Ça sera un axe de convergence, mais savoir qu'est-ce qu'on peut proposer, quand, en rattrapage, en première intention. Je crois que c'est le travail qui nous attend. Non, mais je suis d'accord avec toi, très intéressant. Pour revenir sur le ballon, il y a des ballons d'1 an maintenant qui sont sortis récemment, qui montrent quand même une part d'excès de poids qui est plus importante qu'à 6 mois et qui marche très bien aussi sur les comorbidités. Donc ça, c'est quand même aussi un axe peut-être qui va être intéressant, peut-être. Voilà. Pour finir, il faut retourner auprès de nos tutelles pour que enfin il y ait quelque chose qui se passe sur le plan administratif entre guillemets autour du ballon. Je crois que cette situation ne peut pas durer à l'heure actuelle. Je suis d'accord. Donc je fais partie de la HAS de 2009 et finalement à la conclusion c'était pourtant assez positif, sauf qu'après le résultat est devenu différent. Je suis d'accord avec toi. Bah, écoute, merci beaucoup. On va passer à la communication suivante avec Vincent Quentin sur la nouveauté sur la prise en charge des hémorragies digestives hautes. À toi, Vincent. Merci. Donc effectivement, un autre point de notre spécialité, la gestion des urgences, et donc effectivement les nouveautés 2020 sur la prise en charge des hémorragies digestives hautes. Donc, on va commencer par quelques actualités épidémiologiques avec les données de cette étude prospective observationnelle de la NGH qui nous montre qu'actuellement en France, 41% des hémorragies digestives hautes sont en rapport avec une hémorragie ulcéreuse, 19% en rapport avec l'hypertension portale et 11% avec l'œsophagite. En France, le taux de mortalité global à la semaine 6 est actuellement de 12,5%, bien sûr très différent en fonction de la survenue d'une hémorragie digestive communautaire ou de la survenue intra-hospitalière de cette hémorragie digestive. Les facteurs de risque de mortalité par ordre d'odds ratio croissant sont la nécessité d'une transfusion initiale, un score de Charlson supérieur à 4, de Rocal supérieur à 5, la survenue intra-hospitalière de l'hémorragie et la survenue d'une récidive hémorragique avec un odds ratio de 2,5. Toujours dans les études de cohorte, cette publication sur une cohorte anglaise, mais qui se cible uniquement sur les hémorragies non variqueuses. Et parmi ces hémorragies non variqueuses, les hémorragies ulcéreuses ont un pronostic plus mauvais que les hémorragies non ulcéreuses en raison d'un saignement plus sévère. Et en comparaison, ces deux groupes, elles ont un odds ratio de récidive hémorragique à 2. La nécessité d'un recours à un traitement radio-interventionnel ou chirurgical avec un odds ratio de 2,5 et une mortalité hospitalière avec un odds ratio de 1,5. Voilà pour les rappels épidémiologiques. Et puis on va passer là dans le vif du sujet, qui est donc la gestion de cette hémorragie digestive. D'abord quelques mots sur tout ce que l'on doit faire avant l'endoscopie. Puis un chapitre plus technique sur les méthodes endoscopiques sur les hémorragies ulcéreuses ou d'hypertension portale. Et après quelques mots sur ce qui peut se passer après l'endoscopie. Donc avant l'endoscopie, il a été publié cette année une proposition d'un nouveau score. Donc avant d'en parler, je vous fais un bref rappel des scores actuellement les plus utilisés.
Le score de Rocal, qui a été publié en 1996, qui est un score clinique pré- et post-endoscopie, il nécessite les résultats de l'endoscopie, qui est surtout prédictif de la mortalité. Le score de Blatchford, publié en 2000, qui lui est un score clinique et biologique uniquement pré-endoscopique et qui est prédictif de la nécessité d'une intervention, quelle qu'en soit sa nature, sur cette hémorragie digestive. Et puis un score plus récent mais moins connu, qui est le score AMS 65, dont je vous ai mis les items qui le composent et qui expliquent son nom, donc un score très facile à calculer. C'est son principal intérêt, mais également l'intérêt est qu'il est prédictif, donc certes de la mortalité hospitalière, mais aussi de la durée de séjour et du coût de la prise en charge. Donc le nouveau score proposé est celui-ci, le score CANUCA, qui a été élaboré sur une cohorte de plus de 10 000 patients canadiens et anglais, et validé sur une cohorte de plus de 2000 patients australiens. Et il a été comparé au score de Blatchford et de Rocal. Vous voyez sur la colonne de droite les items cliniques et biologiques qui le composent et les scores qui sont rattachés à chaque item. Donc, on retient de ce grand tableau le premier point, mais qui n'est pas le point essentiel. Donc, pour les auteurs, ce score est plus discriminant que le score de Blatchford pour valider le risque de mortalité. Mais le point essentiel pour les auteurs est sur ce deuxième tableau, c'est qu'il est plus fort pour prédire les patients à faible risque et donc ils peuvent être traités, pris en charge en ambulatoire avec une sortie rapide, avec, vous voyez, pour la spécificité, une spécificité de 99,7% et une valeur prédictive positive de 96% pour cette prise en charge ambulatoire. Autre question avant l'endoscopie est de savoir quand faire cette endoscopie par rapport à l'entrée ou à l'épisode hémorragique. Donc c'est probablement le papier le plus important là, dans la spécialité, enfin dans ce domaine cette année, publié dans le New England, et qui répond à la question: faut-il endoscoper plus rapidement les patients estimés à haut risque? Donc il s'agit d'une étude sur 516 patients, étude prospective monocentrique randomisée, et donc il s'est intéressé aux patients les plus à risque, c'est-à-dire ceux avec un score de Blatchford supérieur à 12, que l'hémorragie soit communautaire ou intra-hospitalière. Le point important à retenir tout de même, c'est qu'ils ont exclu les patients en choc hémorragique ou instables après une réanimation initiale. La randomisation a eu lieu en fonction de l'horaire de la consultation avec le gastro-entérologue, avec ceux qui étaient endoscopés de façon très précoce, dans les 6 heures, et puis, qui était le groupe Urgent Endoscopy Group, et ceux qui ont bénéficié d'une gastroscopie rapide dans les délais recommandés habituels de moins de 24 heures. L'objectif principal était le taux de mortalité à J30. Eh bien, la bonne nouvelle pour nos futures nuits d'astreinte ou de garde, c'est qu'il n'y a aucune différence significative sur l'objectif principal qui était donc le taux de mortalité à J30. Mais il n'y a pas non plus de différence entre le taux de récidive hémorragique à J7 ou à J30. Pas de différence non plus entre le taux de recours à un traitement chirurgical ou en radiologie interventionnelle. Pas de différence sur le nombre d'admissions en soins intensifs, ni sur le nombre de culots globulaires transfusés. Donc, pas de différence entre une endoscopie dans les 6 heures ou dans les 24 heures. Donc, les limites de l'étude, il faut quand même retenir que ça exclut les patients en état de choc, qu'il y a dans leur population une faible proportion d'hémorragie sur hypertension portale, à moins de 10%. Vous avez vu que tout à l'heure, en France, on est quand même à 20%. Et bien sûr que c'est un centre tertiaire avec une garde d'endoscopie sur place 24 heures sur 24. Passons maintenant au chapitre plus technique sur la prise en charge endoscopique. Tout d'abord sur les hémorragies ulcéreuses, avec quelques mots sur l'usage des clips over the scope. Donc l'équipe leader sur ce sujet est une équipe allemande qui a publié l'étude un peu princeps dans Gastroenterology en 2018 et qui vient de publier une très bonne revue cette année que l'on va détailler. Donc un rappel sur l'essai de 2018 dans Gastroenterology. C'est une étude prospective multicentrique randomisée avec crossover qui étudiait les patients présentant une récidive hémorragique d'un ulcère gastro-duodénal après première ligne de traitement endoscopique standard.
il y avait 33 patients qui étaient repris avec un clip de type Ovesco et 33 patients qui bénéficiaient à nouveau d'un traitement endoscopique standard. Vous voyez la nette différence en termes de succès clinique en faveur du groupe de patients traités par Ovesco et également en termes de récidive hémorragique avec un taux nettement moindre de récidive hémorragique. Cependant, malgré ces bons résultats, il n'y avait pas de différence sur le taux de mortalité ou la recours à une chirurgie ou à une radiologie interventionnelle. Les explications des auteurs étaient possiblement les faibles effectifs dans chaque groupe et puis l'effet du crossover qui aplanissait un petit peu les différences. Donc cette année, cette même équipe a publié donc, cette revue qui colligeait un petit peu toutes les études publiées à ce jour sur ce sujet. Donc, vous voyez, 820 patients au total, que ce soit des études rétrospectives, mono-multicentriques, que ce soit des clips Ovesco en première intention ou en deuxième ligne de traitement. Et donc, en termes de succès primaire, cette technique a 93% de succès primaire, un taux de récidive hémorragique de 12% et au final, un taux de succès clinique de 89%. Donc dans cette revue, cette équipe évoquait le fait que par rapport aux clips conventionnels, les macroclips ont bien sûr une meilleure facilité pour prendre plus de muqueuses avec une meilleure force de compression et surtout plus efficace sur des tissus scléreux ou à fond très rigides des larges ulcères. Et puis le capuchon permet également une meilleure visualisation de la source de traitement et permet un meilleur accès aux zones anatomiques un peu difficiles telles que la face postérieure du bulbe ou le genius superius. De ce fait, pour cette équipe, le macroclip de type Ovesco doit être considéré en première ligne de traitement des hémorragies digestives dans certains cas, qui sont notamment les ulcères très scléreux de plus de 2 cm, les sites de saignement difficiles d'accès, donc comme on l'a dit, le face postérieure du bulbe et puis les genius superius ou inferius, les patients sous anticoagulants ou antiagrégants, ou d'autres facteurs de risque tels que le choc hémorragique ou le score de Rocal élevé. Une revue de la littérature qui est très bien illustrée, avec notamment quelques conseils techniques. Vous savez que il y a 3 types de clips Ovesco différents. Pour la prise en charge des hémorragies digestives, les auteurs préconisent plutôt celui du milieu, qui est le type T, et dans un diamètre de 12 mm. Avec quelques conseils techniques, donc qui est de centrer la pose du capuchon de l'endoscope sur le saignement actif ou le vaisseau visible, et de ne pas utiliser de matériel, simplement l'aspiration, sans encre ni pince, puis le largage du clip. De belles illustrations dans cette revue qui permettent de comprendre qu'il ne faut pas chercher à absolument aspirer l'ensemble du large ulcère, mais simplement se centrer sur le vaisseau visible ou le caillot adhérent. Donc quel est l'avenir ? Bien, ils disent qu'effectivement il faut, et c'est en cours, il faut qu'il y ait un essai randomisé de cette technique en première ligne. Cela permettra probablement d'identifier clairement les bons sous-groupes de patients chez qui on doit d'emblée utiliser cette technique. Et en parallèle, il faut effectivement qu'il y ait des études de coût-efficacité par rapport aux techniques classiques. Donc voilà, une belle revue. Passons maintenant à quelques mots sur les MOSPRE. Avec cette publication dans Endoscopie cette année, un registre multicentrique international de patients européens et américains, un registre prospectif sur 4 ans qui a permis d'inclure 202 patients, c'est la plus large série à ce jour sur cette technique des MOSPRE, qui s'est intéressé donc au traitement de première ligne par les MOSPRE d'ulcères hémorragiques Forest 1 et jusqu'à 2B. 50 patients dans le groupe patients traités en monothérapie, 101 patients en traitement combiné et 51 patients traités par les MOSPRE en traitement de sauvetage. Donc, bien sûr, c'était au choix de l'endoscopiste, puisqu'il s'agissait d'un registre. Donc, parmi ces 3 groupes, il n'y a pas de différence, que ce soit en taux d'hémostase, en taux de récidive hémorragique, ni de mortalité à J7. En revanche, la mortalité à J30 est inférieure dans le groupe traitement combiné. Et également, selon la classification de Forest, il y a un meilleur taux d'hémostase des ulcères Forest 2 versus 1, résultat un peu attendu bien sûr, sans différence sur le taux de récidive et la mortalité.
Donc, bien sûr, comme tout registre, il y a de nombreux biais, mais on peut voir que c'est une méthode simple avec un bon taux d'hémostase et qui peut être utile dans les ulcères d'accès difficile notamment et plutôt en traitement combiné. Passons maintenant aux hémorragies sur hypertension portale avec la prothèse œsophagienne. Parce que vous le savez, en 2020 va peut-être être l'année où on va commencer à avoir des difficultés d'approvisionnement sur les centres de Blackmore, puisque vu les faibles volumes utilisés, les sociétés qui la distribuent se posent des questions sur la poursuite de la commercialisation. Donc je vous ai remis cette étude Princeps de 2016, publiée dans Hepatology, qui était donc l'essai multicentrique randomisé qui avait comparé la prothèse œsophagienne hémostatique versus la sonde de Blackmore. Donc à gauche, la sonde que l'on ne présente plus, bien connue. Et à droite, cette prothèse œsophagienne, la prothèse d'Anis, distribuée par ELA. Donc elle se pose sans endoscopie ni scopie. En revanche, elle doit se retirer à J7 par endoscopie et sous contrôle radiologique avec un extracteur spécifique. Donc de petits groupes, 13 patients et 15 patients, mais des différences significatives, toutes en faveur de la prothèse endoscopique, avec un meilleur taux de succès, un meilleur taux de récidive et un meilleur taux de complications, d'effets indésirables. Et puis vous voyez à droite le schéma petit b, le taux de survie à 6 semaines en faveur donc, de la prothèse œsophagienne, qui montre que c'est un procédé dont il faudra peut-être avoir une plus grande utilisation à l'avenir. Concernant les encollages de varices gastriques avec les différentes méthodes et voies d'abord possibles, eh bien, il y a eu dans Endoscopie là, au mois d'avril deux articles sur ce même sujet. Le premier qui était une méta-analyse qui compilait toutes les données sur l'encollage sous écho-endoscopie ou par voie endoscopique standard. Et puis la deuxième publication qui était un essai randomisé de mise en place de coils ou associé à du cyanocrylate versus coil seul, là aussi sous écho-endoscopie. Donc pour ce qui est de la première étude, la méta-analyse qui comparait les deux voies d'abord d'encollage, endoscopie standard ou sous écho-endoscopie, le taux de succès est identique selon les deux voies d'abord. En revanche, bien sûr, le taux d'oblitération de la varice, défini par l'absence de flux au Doppler, est supérieur par la technique ciblée par écho-endoscopie. En revanche, il n'y avait pas de différence pour la récurrence des varices, ni sur la récidive hémorragique précoce ou tardive. Donc pour les centres ne bénéficiant pas d'un écho-endoscopiste interventionnel, on peut continuer sans perdre de chance pour le malade à encoller les varices gastriques par endoscopie standard. L'essai de randomisé comparait donc la mise en place de coils plus de coils sous écho-endoscopie versus la mise en place de coils seul. C'était un essai monocentrique avec 30 patients dans chaque groupe, avec des patients qui étaient traités soit pour un saignement actif, soit en prophylaxie primaire ou en prophylaxie secondaire de ces varices gastriques. C'était le même opérateur qui a fait toutes les procédures avec une aiguille de 19 gauge. Donc vous voyez en haut à gauche une vision endoscopique de la varice, puis une vision écho-endoscopique, le repérage, l'injection de cyanocrylate, puis en bas à gauche l'injection des coils, et puis l'effet immédiat sur l'aplatissement de la varice. Donc tous les résultats sont en faveur du groupe avec traitement combiné, coil plus cyanoacrylate, que ce soit en taux de diminution, de disparition immédiate de la varice, que ce soit en taux de récidive hémorragique ou en taux de réintervention. Donc moralité, il faut a priori ne pas poser les coils seuls, mais toujours en association avec l'encollage. Dernier chapitre de cette présentation sur quoi faire après l'endoscopie en cas de récidive hémorragique ou d'échec. Donc tout d'abord une méta-analyse italienne qui a comparé donc l'embolisation versus la chirurgie en traitement des hémorragies digestives réfractaires. En termes de mortalité, il y a une tendance non significative cependant à une moindre mortalité pour les patients traités par embolisation radiologique. Un taux de récidive hémorragique qui semble avec une incidence plus élevée pour les patients pris en charge par l'embolisation.
en revanche un taux de complication qui est moindre que la chirurgie pour les patients pris en charge par embolisation. Donc au final, chaque technique garde un petit peu ses avantages et inconvénients connus jusqu'alors. Et ce qui n'est pas traité dans cette méta-analyse, c'est bien sûr la disponibilité de chacune des techniques en fonction de l'importance des centres. Pour finir, encore une publication de l'équipe du professeur Lowe, publiée dans Gut fin 2019, qui s'intéressait à l'utilité d'une embolisation prophylactique après un bon contrôle endoscopique d'une hémorragie digestive ulcéreuse, mais sur des ulcères à haut risque. C'était un essai randomisé. Les ulcères à haut risque étaient définis comme la présence d'un ou de plusieurs des critères suivants, qui étaient donc un ulcère de plus de 2 cm, et ou un ulcère Forest 1A, et ou en état de choc, et ou avec un taux d'hémoglobine inférieur à 9 grammes par décilitre. 118 patients étaient traités par embolisation et 123 patients étaient traités par traitement médical classique. Et l'objectif principal était d'observer le taux de récidive hémorragique à J30. Bien, vous voyez que sur l'ensemble de la population, il n'y a pas de différence significative entre les deux populations. En étude de sous-groupe, en revanche, il y a un intérêt à l'embolisation prophylactique dans le groupe des ulcères de grande taille de plus de 1,5 cm. Quoi qu'il en soit, dans la population générale, donc à ce jour, pas d'embolisation prophylactique recommandée après un bon contrôle endoscopique d'ulcères à haut risque. Voilà, donc au terme de cette présentation, que retenir? Qu'il faut quand même parfois penser au score, peut-être un peu plus qu'on ne le fait. Ils peuvent être utiles dans les prises en charge de décision. On peut parfois dormir tranquille puisque l'endoscopie dans les 6 heures ne présente pas de différence significative. Mais attention, chez les patients qui ne sont pas en choc hémorragique et qui sont stables après une prise en charge initiale. Il faut probablement utiliser un peu plus les macroclips dans les hémorragies ulcéreuses récidivantes ou sur des larges ulcères. On peut retenir également que l'hémospray peut être utile notamment en traitement combiné. On peut retenir également que si la pénurie de sonde de Blakemore se confirme, les prothèses d'Anis sont visiblement du bon matériel. Concernant l'encollage des varices gastriques, il n'y a pas de perte de chance si elles ne sont pas réalisées sous endoscopie, mais par la technique classique d'endoscopie standard. Et que si les coils doivent être mises en place, il ne faut probablement pas les utiliser en monothérapie. Enfin, les techniques en cas de récidive, d'embolisation radiologique ou de chirurgie, chacune donc reste avec ses avantages et ses inconvénients connus, et qu'à ce jour, il n'y a pas de données suffisantes pour proposer l'embolisation prophylactique pour les ulcères hémorragiques qui sont à risque de récidive, mais qu'on a réussi à contrôler par voie endoscopique. Voilà un petit peu la revue de ce qui était publié cette année et fin 2019 sur les hémorragies digestives. Merci Vincent pour cette présentation de toute cette innovation qui est très intéressante et qui va améliorer le pronostic de nos patients. En pratique, je suis aux urgences, je reçois un patient. Quel score me conseilles-tu d'utiliser pour améliorer ma prise en charge après? Et une fois que j'aurai le score, quels sont les points importants pour que j'oriente ce que je dois faire? Parce que c'est pas toujours évident quand on fait la fibroscopie. Bon, alors là, l'ulcère, il est un peu creusant, il est un peu fibreux, ça saigne. C'est pas toujours évident. Est-ce que je prends un Obesco? Enfin, en pratique, quoi. Comment ça se passe en tant qu'expert? En pratique, je pense que il y a les scores robustes et solides. Ma préférence va un peu au score de Blatchford, alors sans vraiment le calculer systématiquement, mais en retenant un peu ces items, notamment l'urée, la pression systolique et l'état clinique. Voilà, parce qu'il est simple à calculer, il est robuste. Donc sans même le calculer, il faut au moins en connaître les items pour au téléphone poser les bonnes questions sur les données qu'il nous faut. Et puis c'est vrai que le score AIMS 65 là, ça m'a séduit par sa simplicité également. Donc voilà, c'est les deux que je retiendrai. J'ai pas été super convaincu par le score Canuka, donc je resterai sur l'AIMS et le score de Blatchford.
Et après, c'est vrai que là, dans notre centre, avoir eu une série un peu d'ulcères hémorragiques avec saignement G au sein de larges ulcères que l'on n'a pas réussi à bien maîtriser et qu'on a envoyé plutôt, nous, en chirurgie parce que l'embolisation est plus difficile d'accès dans les plus petits centres. C'est vrai que maintenant, je m'intéresse un peu plus à ces macroclips qui probablement, si on pense à les utiliser plus tôt, permettront, on verra les résultats de l'essai randomisé, mais permettront probablement d'envoyer moins de patients au bloc opératoire et d'être un peu plus satisfait de notre efficacité. Ouais. Donc je les utiliserai probablement un peu plus facilement sur les ulcères. C'est ceux-là qui posent souci. Hein, c'est les très larges ulcères avec au milieu, sur un fond très scléreux, sur lesquels nos clips habituels n'accrochent pas. C'est ceux-là qui posent problème. Et je pense qu'il faut possiblement penser un peu plus rapidement aux clips de type Ovesco dans ces indications-là. Donc ça veut dire que quand on est de garde, il faut connaître la technique rapidement. Oui, le faire rapidement, quoi. Il faut pouvoir d'emblée, effectivement avoir ça sur son chariot d'urgence, avoir une infirmière dédiée, spécialisée, qui connaît le matériel, qui met pas effectivement trop de temps à nous aider à le mettre en place. L'importance de l'environnement est à souligner. Parce que déjà, quand on n'est pas en urgence, tout le monde n'a pas fait il y a longtemps, c'est un coût quand même. Donc je parle des établissements privés qui n'en ont pas toujours ou qui en ont peu. Donc effectivement, il faut s'organiser pour qu'en urgence on puisse le faire rapidement et qu'on ait le matériel à disposition. Et que la technique soit effectivement explicitée à chaque endoscopiste. Parce que c'est vrai que tous les endoscopistes de garde dans les équipes ne sont pas toujours spécialisés en endoscopie. Il faut essayer de diffuser un peu plus l'apprentissage dans les conditions de stress de mise en place de ce clip. D'ailleurs, il est étonnant que ça soit proposé dans des localisations parfois difficiles, alors qu'on sait que le système peut être un petit peu difficile justement à être utilisé lorsqu'on a une visibilité un peu réduite à cause du cap. Mais c'est très clairement sous-utilisé. Il y a un gros travail de pédagogie, effectivement, à mettre en place pour que ça soit maîtrisé par tous les médecins d'astreinte dans le futur. Là, d'autres firmes mettent maintenant en place d'autres types de clips de matériel. Donc peut-être qu'avec l'élargissement de l'offre, la simplicité de pose va peut-être s'améliorer effectivement et permettre une meilleure diffusion. Et puis il y a aussi le rapport coût-efficacité. Si tu peux effectivement sauver un patient plutôt que l'envoyer en chirurgie, c'est intéressant. Et donc là, j'en ai pas parlé parce que les études sont pas encore assez robustes, mais il y a effectivement de plus en plus d'études sur le coût-efficacité. Mais pour l'instant, ça reste des modèles, en fait, des modèles économiques. Je pense qu'il faut que ce soit vraiment validé sur des vraies études cliniques. Oui, de manière prospective. Dernière question sur les varices. Donc en pratique, on pose maintenant facilement ces prothèses. Enfin, quel est votre choix en fait Facilement, parce que c'est pas évident. C'est encore une technique qui est peu diffusée. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de centres en France qui aient une grosse expérience de cette prothèse d'anis. C'est une technique de pose qui est très bien expliquée il y a des liens YouTube là qui expliquent tout à fait bien sur des schémas la technique de pose. Dans ce que j'ai vu, ça peut être mis en place. Il y a certains centres dans le monde qui ont appris aux réanimateurs ou aux urgentistes à poser cette prothèse, parce que ça se pose sans endoscopie. Sans endoscopie au départ. Donc ça peut être aussi l'avantage dans l'urgence. Mais c'est sûr qu'à ce jour, ça manque encore de diffusion en France dans les centres. Donc il va y avoir peut-être un hiatus entre la fin de la commercialisation, de la distribution des sondes de Blakemore et l'émergence de la généralisation des prothèses d'anis. Voilà. Après, il y a peut-être une place un temps pour l'école à ce moment-là. Oui, là, effectivement. Mais sur vraiment purement les varices œsophagiennes, oui, il faut que rapidement on sache un peu plus à quoi s'en tenir sur la pénurie qui se profile là, de sondes Blakemore. Alors après, les volumes ne sont pas non plus... c'est pas toutes les astreintes que l'on met des sondes Blakemore, mais c'est un sujet là, sur lequel il va falloir se pencher prochainement, probablement. Très bien. Écoutez, merci à tous les deux. Merci. Donc, on termine cette session et au revoir à tout le monde.